Bienvenue sur le podcast Vis ta meilleure vie, le podcast des gens qui ne rentrent pas dans les cases et décident de sortir des sentiers battus pour vivre leur version de leur meilleure vie sans compromis. Tu trouveras ici des conseils actionnables tout de suite pour passer à l'action et faire un pas de plus vers ta meilleure vie, ainsi que des interviews de personnes qui sont sorties du cadre classique et qui nous expliquent comment elles ont fait pour relever le challenge de créer son propre chemin. Vis ta meilleure vie, c'est aussi une communauté de badass qui se bougent et se soutient pour avancer même dans les moments difficiles. Si tu aimes le podcast, tu peux soutenir ce projet gratuitement en commentant sur Apple Podcast et en donnant une note de 5 étoiles au podcast sur ta plateforme d'écoute. Si le podcast t'aide dans ta vie, tu peux aussi soutenir ce projet financièrement sans engagement et à hauteur du prix d'un café sur la plateforme Buy Me a Coffee. Tu trouveras le lien dans la description du podcast. Et maintenant, place au nouvel épisode. Assieds-toi confortablement et je te souhaite une bonne écoute. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Vis ta meilleure vie. Alors mon invitée aujourd'hui c'est Lily. Alors Lily, vous la connaissez peut-être sous le pseudo Lily the Nomad. Alors comme son nom l'indique, Lily c'est une nomade et elle vit aux quatre coins du monde, ou peut-être parfois vous pouvez la croiser dans Gus le Bus, qui est son camion aménagé avec lequel elle parcourt la France. Alors Lily, merci beaucoup de venir partager ton parcours sur ce podcast. Merci à toi Fanny, je suis contente de vous retrouver. Bonjour à tout le monde. Alors Lily, si aujourd'hui ta vie, elle est faite de voyages, elle est faite de partage, tu fais du yoga, tu es beaucoup dans la spiritualité, tu fais des cercles de parole de femmes, tu ne vivais pas du tout cette vie-là il y a encore quelques années, puisque tu étais plutôt dans une vie, on va dire, bien rangée, tu étais mariée, tu avais une belle robe de mariée de princesse, vraiment le conte de fées parfait, comme on voit dans les magazines. Tu avais un travail et puis tout ça a été vraiment du jour au lendemain mis par la fenêtre et tu as complètement changé de vie. Donc, tu vas nous prendre la main et on va un petit peu voyager avec toi dans le passé sur cette transition de vie que tu as fait. Mais ma première question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, tu vis ta meilleure vie ? C'est une bonne question. Est-ce que je vis ma meilleure vie? Et cette petite tendance en moi qui se dit ça pourrait toujours être mieux, cette envie d'aller toujours de l'avant et de me dire il y a toujours des choses à vivre, donc meilleure vie, est-ce que je le sais? En tout cas, j'ai l'impression de vivre parmi les meilleures années de ma vie, ça c'est sûr. Par rapport déjà, quand on est descendu assez bas, quand on remonte, on se dit dis donc c'est sacrément cool. Oui, c'est mieux qu'avant. Et en plus de ça, par rapport à ce que j'ai pu réaliser et ce dont je rêvais, ou quand on a accompli des choses dont on avait très envie enfant, on peut regarder derrière et se dire ouais, c'est sacrément sympa. Donc je pense que c'est assez positif la réponse à ta question, ouais. Et alors, elle ressemble à quoi ta vie aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je vis en Bretagne, dans le Morbihan. Je vis dans un grand moulin en pleine nature, dans une coloc de 6 personnes. Où on est assez proches en communauté. Tu l'évoquais, j'ai un camion aménagé qui me permet de pas mal bouger, surtout en France, sur le week-end, sur des périodes. Je suis à mon compte, consultante en marketing digital pour des entrepreneurs dans le bien-être, et je suis professeure de yoga. Donc il y a une complémentarité un petit peu dans tout ce que j'ai pu créer, avec à la fois un ancrage dans une région que j'adore et le fait de bouger grâce à mon camion, et même au niveau du boulot, des choses qui s'équilibrent et qui me plaisent beaucoup. Elle ressemble à ça, ma vie, et elle est assez sympa et assez lumineuse. Et est-ce que tu rêvais de ça quand tu étais enfant ? Quand j'étais enfant, je rêvais de vivre quelque chose de différent. Mes parents m'ont emmené voir un conseiller d'orientation pour la première fois à 12 ans, parce que je leur disais déjà, mais moi, en fait, j'irai pas travailler plus tard. Et ils me disaient, Ok. si. Et je disais, non, non, je n'irai pas. Je vais pas passer toute ma semaine au bureau. Je vais pas travailler dans une entreprise. Enfin, non. Et Ok. mes parents se sont vite dit, bon, il va falloir que niveau orientation, on aille voir des choses parce que ça va être compliqué. Et la conseillère en orientation leur a dit, oui, ça va être compliqué. Parce Ok. que je pense qu'ils étaient aussi dans un paradigme
assez classique quand on fait Mhm. une carrière, c'est dans une entreprise, c'est dans des bureaux. Et elle, c'était une coach, même, leur a dit à l'époque, là, je vois chez votre fille, même si elle est très jeune, un besoin de beaucoup de mouvement, de Mhm. choses à la fois complémentaires, à la fois totalement opposées, à la fois une certaine stabilité et de travailler dans des beaux environnements, en extérieur, et en même temps, elle veut des activités avec la tête, donc c'est Ouais, compliqué. Et, euh, et du coup, c'est vrai que je rêvais d'une vie soit différente, qui soit pas métro boulot dodo très très jeune. J'ai ok. conscience que c'était pas une vie en fait. Enfin, en tout cas, moi, dans ce que je me représentais, aller m'enfermer dans un bureau pendant 35 heures par semaine et avoir du temps le soir et le week-end, c'était pas comme ça que je voyais les choses. Est-ce que tu avais des exemples de gens qui vivaient différemment autour de toi? Bah, honnêtement, pas tellement. Je me suis déjà posé la question, je me suis dit, mais est-ce qu'il y avait quelqu'un qui m'avait inspiré ça, qui m'avait ouvert les yeux, petite? Mais non, je pense que c'est peut-être plutôt quelque chose qui, qui, qui est commun à notre génération. Je pense que toute génération se construit un petit peu en opposition avec la précédente. Mhm. Et même si on est nombreux sûrement à être hyper reconnaissants à nos parents de s'être inscrits dans une certaine voie un petit peu traditionnelle parce que bah, ça nous a permis d'avoir des enfants stables, qu'on nous paye des études Mhm. et qu'on puisse ouvrir les yeux en fait sur ce modèle-là. Je pense qu'on est aussi nombreux à rejeter ce modèle-là parce qu'on a vu nos parents peut-être pas se tuer au travail, mais en tout cas se consacrer à leur carrière, Ouais. être dans un déséquilibre certain entre la vie pro et la vie perso, et au final ne plus être récompensé par ce que nos grands-parents avaient, qui était une carrière assez stable et sécuritaire pendant Mhm. 50 ans dans une entreprise. Moi, j'ai vu mon papa énormément se donner pour ses boîtes, et puis à chaque crise économique, licenciement économique, il faisait partie des cadres qui avait développé des nouveaux projets, bah, ça va pas dans une boîte, il n'y a pas de nouveaux projets, on dit au revoir, Ouais. alors qu'il rentrait à 20 heures tous les jours. Bah, très vite, je me suis dit, bah non, en fait, moi, je ne donnerai pas ma vie. Bon, et puis il y avait un petit truc avec la gestion de l'autorité et de la hiérarchie, ça n'a jamais été mon fort, donc je me suis vite dit que en entreprise, ça allait pas le faire. D'accord. Et alors, qu'est-ce que tu te dis? De quoi tu rêves en fait à ce moment-là? Quand je suis petite, je pense que je rêve vraiment de variété. Je me Mhm. vois un jour. Il n'y a jamais eu une grande envie de voyage, ce qui fait que ça a été une surprise quand Ah c'est ce que ouais. je suis devenue par la suite. Non, Ouais. je ne rêvais pas de voyage, je rêvais d'avoir du temps. D'avoir du Ok. temps pour faire les choses qui me plaisaient, en sachant que je suis quelqu'un d'un peu touche à tout, donc les choses qui me plaisaient, elles changeaient beaucoup. Ouais. Mais j'aimais rêvasser, j'aimais être nature, j'aimais pouvoir juste prendre le temps de faire ce qui me plaît Ah ah. sans être restreinte. Je pense que j'ai du mal, j'ai toujours eu du mal avec le cadre, en fait, qu'on me donne des Ouais. horaires. Donc, c'était plus cette idée de disposer de mon temps. Et puis, bah, pour être honnête, très jeune, je me voyais mère au foyer. Je me Ok. voyais... Ah oui, il y a eu des... Je me voyais m'occuper de mes enfants, être à la maison, avoir du temps pour faire les choses, pour profiter de ma famille. Ok. Et alors, comment ça se passe pour toi pendant les études? Parce que tu n'as a priori pas pris cette voie-là. Donc, quelles études tu fais et pourquoi? Alors, avec cette idée d'être un petit peu touche à tout et de pouvoir bouger, j'ai beaucoup hésité à devenir journaliste. Ok. Et en même temps, il y avait aussi une question de devenir avocate. Et du coup, j'ai décidé après le bac de partir en études de droit européen parce que ça m'ouvrait à la fois les portes vers le droit, vers le fait d'être avocate ou vers le journalisme si je le souhaitais par la suite. Donc, Mhm. j'ai fait une licence en droit européen. Et Ok. puis, bah, sur mon parcours, il y a eu le concours Miss France qui est Voilà. arrivé là de manière inattendue et qui Comment c'est m'a un peu ouvert les un portes. ovni. C'est un ovni dans ton parcours. Qu'est-ce que c'est que cette expérience? Donc, tu as été Miss Picardie en 2013, si je me trompe pas. Alors, j'ai été Miss Picardie 2012 pour Miss France 2012. 2013 et ensuite Ok. toute l'année 2013. Non, non, tu as raison, c'est juste la classification des Miss qui est un peu Oui. étrange. J'ai j'ai été élue Miss Picardie, j'ai participé au concours Miss France, donc tout le tralala sur TF1 où on se balade en maillot de Ok. bain, on va sur des îles et on fait coucou à la caméra. J'ai Ouais. vécu ça. C'était pas tant un ovni que ça sur mon parcours, dans le sens où, en fait, depuis toute petite, je me suis un peu toujours lancée dans plein d'aventures variées. Je voyais passer quelque chose, je me disais, tiens, je vais essayer. Je Ok. vais essayer le concours d'éloquence, je vais essayer de lancer un journal dans mon collège. Il y a une opération pour récolter des bouchons pour créer des fauteuils handicapés. Allez, je crée un club. Voilà, Ok. je tentais un petit peu tout parce que c'était fun, ça me faisait bouger, c'était différent.
en fait. Mhm, mhm. Et les Miss, ça a été ça. J'étais en train de faire les courses avec ma mère, j'avais 19 ans. J'ai vu une affiche pour Miss Somme, donc concours Ok. départemental. J'ai dit à ma mère, tiens, je vais essayer. Ok. Voilà. En fait, il y a toujours eu cette petite notion de, voilà, d'aller vivre, d'aller expérimenter des choses qui sortent de la norme. Euh, J'adore. Ok. Pas pour être en dehors de la norme, mais pour moi, aller vivre des choses, en fait, tout simplement. Et je me suis prise au jeu. Et Ok. j'ai apprécié ce que ça m'offrait, des expériences. Bah, j'étais jeune fille de 20 ans qui venait d'une petite ville du nord de la France. Bah, je me suis retrouvée à Paris sur TF1 au JT de 13h, à partir à l'île Maurice, à faire des shootings photos, à rencontrer des stars. Ouais. Et sur le coup, ça a été une expérience qui a fait aussi évoluer ma vision des choses, où je me suis dit non, je me rends bien compte que le droit, c'est trop classique pour moi, d'où le fait que j'ai arrêté Ok. mes études après ma licence. D'accord, ok. Et qu'est-ce que tu en retires comme enseignement de cette expérience, du coup, Miss France? Alors c'est vraiment du noir et du blanc, ou plutôt toute une zone de gris, mais il y a eu des choses à la fois très positives et à la fois plus compliqué. C'est une expérience en soi qui m'a permis de beaucoup grandir. Comme je l'ai dit, j'étais une jeune fille, j'étais très dans le cocon familial et ça m'a permis de prendre en autonomie et nous place à Miss France dans des contextes où voilà, on se retrouve à table avec des députés, des notables de la ville, des personnalités publiques et on est les deux petites Miss là et voilà, il faut prendre sa place, apprendre à discuter, à se présenter. Donc, ça fait grandir d'un coup. Ouais. J'ai pu développer aussi des capacités de prise de parole en public, Mhm. gagner en confiance en moi. Donc, pour ça a été extrêmement positif. Après, ça a été aussi une expérience qui m'a ouvert les yeux quelques années plus tard. Pas sur le coup quand j'étais encore dedans, mais quand j'ai commencé à voyager, ça m'a ouvert les yeux sur la condition féminine et ça a Mhm. été le départ, moi, de mon éveil au féminisme. Donc au final, je dis du Ok. noir et du blanc, mais non, du positif. Après, dans le regard de soi, c'est vrai qu'on est façonné avec une certaine image de la beauté qui est pas forcément bonne et qu'il m'a fallu déconstruire. On a un regard sur soi qui peut être difficile. Et ça, c'est des choses, voilà, où je reste peu convaincue par le concours de Miss France. Oui, parce que c'est fou en fait d'imaginer ça alors qu'au jour d'aujourd'hui, tu es hyper nature, enfin, tout ce que tu partages sur les réseaux sociaux, c'est vraiment, voilà, les beautés ont toutes les formes et surtout naturelles. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que je parlais d'OVNI un petit peu plus tôt. Alors, je comprends dans la démarche de, ben, essayons un truc, en fait, comme ça va être une expérience. Mais c'est très intéressant comme évolution, en fait. Et surtout, de se dire que ces questionnements-là, tu les as eus après, en fait. Il a fallu que tu vives l'expérience d'abord. J'ai vécu l'expérience et puis quand je disais, j'ai pas arrêté mes études, j'ai arrêté le droit, mais ensuite j'ai continué mes études. Donc je suis restée dans ma vie quand même, voilà, dans ma vie d'avant. J'ai développé un cercle d'amis dans le monde des Miss. Donc je suis restée dans ce milieu-là, dans la même vie qu'avant. Je suis restée quand même au final un peu la même personne. Mhm. Et c'est quand ma vie a pris vraiment un virage en 2017 que je suis partie voyager, que je suis sortie du milieu des Miss, de mon milieu d'études, et que j'ai Ouais. été confrontée à ce que moi j'appelle la vraie vie et à d'autres types de personnes et que je me suis rendu compte en fait de l'impact qu'avaient les Miss, de l'impact qu'avait le culte de la maigreur, de à quel point Miss France jouait un rôle dans le fait qu'on a toujours et on est toujours souvent considérés comme des femmes objets en France et ailleurs. Donc c'est vrai que cette prise de recul, bah, il m'a fallu voyager Oui. pour pouvoir prendre du recul aussi sur Miss France et ça a été vraiment ce qui m'a ouvert les yeux. J'ai participé à un grand cercle de parole en Thaïlande qui Mhm. avait pour thème le corps et la relation à son corps. Et j'ai été impressionnée. On était une quarantaine, le cercle a duré 3 heures et c'était incroyable de voir à quel point toutes les femmes portaient un regard très négatif sur leur corps. Il y avait beaucoup de haine, beaucoup de non-acceptation. Et, euh, et je me suis dit, waouh, mais en fait, en participant à Miss France comme je l'ai fait, en continuant à propager ces idées et ce corps unique, voilà tout le mal qu'on fait. Je l'avais en fait devant moi et j'ai ressenti Ouais. une responsabilité, une culpabilité. Et c'est vraiment là où je me suis dit non, maintenant, je vais ouvrir ma bouche. Je veux dénoncer ça parce que je pense qu'il y a Mhm. d'autant plus une légitimité quand on a participé à ces concours d'en parler et de dire non, c'est pas OK. Parce que malheureusement, quand on n'en a pas parlé, ben, on va très souvent nous dire t'es jalouse,
toi aussi, si tu pouvais, tu ferais, tu ceci, tu cela. Oui, Alors que là, en l'ayant vécu de l'intérieur, je peux dire non, je l'ai vécu, j'en ai profité, ça m'a bénéficié. Pour autant, je pense que ces concours ne devraient plus exister. d'accord. C'est vraiment très intéressant, l'évolution de ton point de vue par rapport à ça, hein. Mm. Et alors, tu l'as mentionné, c'est en 2007 que vraiment il y a eu une transformation radicale. Et j'aimerais qu'on se remette dans le temps juste avant 2017. Alors, quelle est ta situation et tu en es où, toi, dans ta vie? Et qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Mais du coup, en 2017, j'ai terminé mes études. J'ai continué avec des études en école de commerce après le droit. Et je suis en couple depuis 5 ans avec quelqu'un que j'ai Mhm. rencontré avant Miss France. Euh, je suis sortie de mes études. On a créé une entreprise de sortie nature et d'organisation d'événements autour du tourisme et de l'événement, Ok. voilà, de l'événementiel. Donc j'ai une activité qui me plaît beaucoup. Je vis en baie de Somme avec mon futur mari et, et on se marie et quelques mois plus tard, très rapidement, mon ex-mari me trompe. Et Ok. là, ça a été voilà, je parlais tout à l'heure de passage de ma vie qui prend un tournant très inattendu, ça a été ça. Et cette bascule, en fait, est-ce que c'était un rêve de petite fille de te dire je vais avoir le beau mariage avec la robe de princesse et ça va être la vie parfaite? Est-ce que tu étais dans ce rêve-là, en fait? Bien sûr, là, quand je parle de conditionnement féministe, il y avait Miss France, c'est exactement dans la continuité, hein. J'ai été bercée, biberonnée au Disney. Je pense qu'on nous vend un idéal de la femme, on nous vend aussi un idéal du couple, Oui. avec la réalisation de la femme et du couple, c'est le mariage, c'est la robe blanche, le château, l'amour éternel. Et moi, c'est vrai que j'étais là-dedans. Au final, j'ai eu un parcours jusqu'à mon divorce. J'ai tout réussi. Je le dis sans arrogance. C'est un Mhm. constat. J'ai eu de la chance, des bonnes fées qui se sont penchées sur mon berceau, une famille très soutenante. J'ai grandi dans le bon terreau. Et c'est vrai que j'ai réussi mes études brillamment. Il y a eu les Miss, il y a eu cette rencontre, le mariage, l'entreprise. Tout tournait, tout marchait bien. J'étais un Mhm. exemple de réussite, on va dire. Ouais. Euh, et puis, euh, et puis tout d'un coup, ça flanche et ça part en cacahuète. Et quand tu étais dans cette vie-là, est-ce que tu te sentais à ta place? Je me suis souvent posé la question. Je me demande souvent, je me dis souvent, mais heureusement que ça divorce a eu lieu, et c'est Ouais, vrai. Et en même temps, je me dis, bah, il faut aussi pas, j'ai pas envie de tourner le narratif en mode, waouh, avant j'étais très malheureuse et j'étais pas ouais, du tout épanouie, et heureusement qu'il y a eu ça, parce que c'est pas vrai. ok, J'aimais l'entreprise que j'avais créée, j'aimais vivre près de mes proches, j'aimais mon ex-mari, j'étais heureuse de me marier. Donc, j'étais heureuse, oui. ouais, 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 Pour autant, il y avait quand même quelque chose de très fort en moi qui me disait, c'est, c'est pas la voie, ouais. euh, parce que je sentais que j'étais revenue m'implanter dans ma région d'origine, j'étais revenue là où j'avais grandi, j'avais l'impression d'avoir, voilà, j'ai fait les études, j'ai réussi, j'ai eu ma grande aventure avec Miss France, c'était chouette, j'ai vécu un truc peu commun. Bon, maintenant, je suis mariée, je me pose, allez, on va dire les enfants dans 2 3 ans, l'entreprise, elle tourne. Ouais. Mais c'est juste ça, en fait. C'est chouette, mais attendez, je suis un peu jeune pour vivre ça. Et puis, quand est-ce que j'expérimente, que je me découvre? Mais c'était pas autant verbalisé. Et je pense que je Ouais. mettais un petit peu les choses voilà, de côté. Mais j'avais l'impression qu'il y a quelque chose qui manquait, ouais. Mhm. Mhm. Oui, parce que là, la petite Lily qui voulait une vie pas comme les autres, là, on était en plein dans le standard. Et je veux pas cracher sur le standard parce que ça convient à certaines personnes. Pour certaines personnes, leur meilleure vie, ça va être ça. Mais pour beaucoup, ça n'est pas ça. Et c'est là où, souvent, pour toi, il y a eu cet événement-là qui a été la bascule vers autre chose. Et pour d'autres personnes, c'est des transitions plus douces. Mais tu vois, c'est intéressant de se dire, en fait, ça allait, c'était tiède, tu vois, c'était pas la vie de ouf, mais ça allait, quoi. C'est Et ça, donc, en fait. C'est exactement ça. J'ai pas envie de, comme tu le dis, en fait, j'ai pas envie de cracher sur ma vie d'avant. ouais, Parce que ce serait pas vrai et parce qu'en plus, je l'avais déjà.
plutôt choisi, mais je dirais que je l'avais moins choisi que cette vie de maintenant et que je le ressens Ouais, dans l'intensité de bonheur que je pouvais ressentir. J'étais heureuse, j'étais bien, les choses allaient bien, mais il y avait quelque chose au fond de moi qui disait c'est pas ça c'est parce pas que ça. tu n'as pas tout choisi. J'étais revenue dans ma région d'origine pour faire plaisir à mon ex-mari parce qu'on avait des projets pro là-bas, mais c'était pas ce que je souhaitais. J'étais Mhm. pas partie voyager alors que j'en rêvais quand même depuis l'âge adulte, du coup pas depuis l'enfance, mais depuis que j'étais jeune, que j'étais ado. Oui. Euh, et il y avait voilà vraiment cette idée, je vivais pas en communauté, j'étais assez isolée et ça, je sentais que ça ne me convenait pas. Donc, il y avait des choses qui me plaisaient. Je pense aussi que j'ai eu la chance de me rendre compte très jeune que j'étais pas faite pour le salariat, que le salariat ne permettrait pas d'explorer ma créativité, Mhm. de vivre un rythme que je voulais. Ce qui fait qu'en fait, dès très jeune, j'ai jamais travaillé en entreprise. Dès mes 24 ans, à la sortie d'études, j'ai lancé mon entreprise, j'étais à mon Oui. compte et je gagnais ma vie. Et c'est ce qui me fait aussi dire que je peux pas dire j'étais dans un mariage où ça va pas et dans un poste avec un patron qui m'embêtait. Non, c'est pas vrai. J'avais déjà mon entreprise et j'étais dans un couple qui me plaisait. Mais les choses ne se sont Mhm. pas passées comme je le voulais. Et aujourd'hui, quand je vois tout ce que j'ai vécu, et surtout quand je vois comment j'ai pu m'explorer moi et transformer certaines choses, voilà, je me dis, heureusement que ça a eu lieu et je sais que la vie l'a fait pour moi. Ouais. Et alors, du coup, cette bascule arrive, le divorce, tu avais ton voyage de noces qui était prévu, et là, tu décides d'y aller. Tant pis, tu veux voyager, alors c'est parti. Dans quel mindset tu es à ce moment-là, quand tu décides, tant pis, j'y vais? Alors, c'est vrai que moi, mon divorce, c'était absolument pas voulu des deux côtés. Mon mari m'a trompée un mois après notre mariage. On s'est séparés 2, 3 mois après. C'était pas voulu. J'étais au fond de mon lit. J'ai perdu Ouais, 12 kilos. J'étais déjà pas bien grosse. ouais, Donc, ça a vraiment été quelque chose d'extrêmement compliqué. J'ai été extrêmement malheureuse. Ça a été très, très difficile. Ces experts en psychologie hein, qui disent qu'une rupture non voulue, c'est presque l'équivalent d'un deuil. Et il y avait ouais. vraiment de ça. Et il y a quelque chose en moi qui s'est dit et qui sentait vraiment très fort que d'une certaine manière, je pourrais ne pas m'en relever et rester à vie blessée, brisée, déçue. Waouh. Et il y a vraiment quelque chose en moi qui s'est dit, en fait, là, c'est soit tu te laisses mourir, ou en tout cas, si ce n'est physiquement, psychologiquement et dans tous tes projets et dans qui tu es, soit tu y vas et tu dis quand même, et Mhm. basta, et go. Et en fait, on avait en effet nos billets prévus pour l'Australie. Depuis que j'avais 18 ans, j'avais un couple d'amis plus vieux que moi qui était parti faire un permis vacances travail en Australie. Un Oui. PVT d'1 an, ils avaient acheté un van, ils vendaient des crêpes sur la plage, ça m'avait fait rêver. Mais voilà, c'est pas la direction qu'on avait pris avec mon ex-mari. Et je me disais, bon, bah, c'est tout, je ferai pas ça, je partirai pas 1 an. Ouais. Mais on va au moins partir 1 mois pour notre voyage de noces et on va faire un road trip. Et donc, j'avais déjà les billets qui étaient non remboursables. Et de l'instant où ça s'est écroulé, où vraiment on s'est séparé avec mon ex, où j'ai compris que c'était fini, je Mhm. perdais ma maison, je perdais mon entreprise parce que j'avais pas envie de rester dans une région pour laquelle j'étais venue m'installer pour lui et que lui allait continuer. Je perdais mon couple dans un contexte difficile socialement, divorcé 3 mois après. On a fait un mariage incroyable dans un château avec 150 personnes. C'était Waouh. très compliqué à affronter et je me suis dit, eh ben, je partirai quand même. Je pars en Australie. On était en septembre. J'ai dit le 30 janvier, je pars en Australie et on verra quand est-ce que je reviens. Ok, donc là, tu te dis, je prends un aller simple, enfin, ce billet, j'y vais, et en plus, j'y reste. Exactement. Je me suis dit, on verra combien de temps. Sans me mettre la pression. C'était pas pour prouver quoi que ce soit Ouais. à d'autres personnes. Je me suis pas dit, je partirai 1 an et je reviendrai pas. Je me suis dit, je vais voir. Si je pars 2 mois, 3 mois, c'est bien. Si je reste plus longtemps, c'est bien aussi. Mais j'ai envie. En fait, il y a eu très vite cette envie en moi de se dire, cette rupture, elle n'était pas prévue et elle me bouleverse, elle me fait beaucoup de mal. Euh, mais autant la transformer en quelque chose de positif qui me permettra de vivre des choses que j'aurais pas vécues si j'étais restée dans ce mariage. Et donc, je me suis dit, allez, go. Et l'une de mes très bonnes amies, qui était Miss Picardie de l'année d'avant moi, a traversé une rupture, a fini ses études. Elle m'a dit, tu sais quoi, je t'accompagne. Et donc, on est partis Ok. ensemble. Est-ce que tu avais des peurs à ce moment-là? Ou est-ce que c'était au contraire, non, tu savais qu'il fallait y aller et que tu avais une envie comme ça au fond de tes tripes qui était, ok, je fonce en avant? Il n'y avait pas énormément de peur, honnêtement. Je crois que c'est ça qui a fait peur à ma famille, justement. Et ils se sont dit, mais elle va s'effondrer là-bas. Non, Ok. non, moi, j'avais une forte pulsion de vie à cette époque-là où j'avais Ouais. besoin de me tester.
de me challenger, de repousser Mhm. les limites. C'est une période où j'ai beaucoup fait la fête, où j'ai consommé pas mal, où je faisais un peu du n'importe quoi tous les sens parce que j'avais besoin de me sentir vivante, j'avais Mhm. besoin de me prouver que j'étais toujours en vie, j'avais besoin de me prouver que je pouvais me gérer par moi-même, que j'étais jeune, que j'avais des choses à vivre, que c'était pas fini en fait. Mhm. Et, du coup, non, il n'y avait pas tellement de peur. J'étais en mode, mais go, mais allons-y. Par contre, ma famille, un petit peu plus, parce que c'était en mode, waouh, mais elle va partir là-bas. Et si elle s'écroule là Ouais. de ce divorce terrible à 20 000 kilomètres, nous, on ne pourra rien faire. Mhm. Mhm. Ouais. Et alors, du coup, tu pars avec ta pote et qu'est-ce qui se passe pour vous? Et ben écoute, on est parti. On a très vite acheté un van. On a fait des volontariats dans des auberges de jeunesse, dans des familles australiennes. Et puis ensuite, on s'est trouvé un boulot dans un ranch perdu à 12 heures de la plus grosse ville dans le Western Australia, en Waouh. plein désert. Ouais, et là, ça, c'était absolument génial. Et c'était l'expérience dont on avait besoin quand on parle de reconstruire une certaine forme de confiance en soi, de se challenger. C'était vraiment ça. On était du coup sur un désert, le Null Arbor, qui fait 1000 kilomètres, sur lequel il n'y a même pas une dizaine de ranchs où les gens s'arrêtent pour faire un peu d'essence, passer la nuit et reprendre de l'eau. Et nous, on bossait là-dedans en tant que femme de ménage, slash réceptionniste, slash cuisinière, slash s'occuper des animaux. On faisait des tours en quad pour vider les poubelles. Voilà, on faisait vraiment de tout, de la peinture, de tout. Ouais. Et c'était génial. On avait l'une comme l'autre le besoin de se prouver et peut-être de prouver aussi aux autres qu'on n'était pas des princesses, en fait. On nous a toujours Mhm. envoyé ça parce qu'on était les petites Miss, que on était jolies, on correspondait aux standards de beauté en tout cas. On était un peu, ils avaient l'impression qu'on était précieuses. Et voilà, on s'est fait quitter par nos ex et on était en mode, Ah. on va leur montrer qu'on n'est pas des princesses. On va les vider les toilettes dans le fin fond de l'Australie, là où personne mettrait les pieds. Et très souvent, on se disait, ah, tu crois qu'un tel, il serait là, il ferait ce qu'on fait? Bah non, il n'y avait pas de connexion téléphonique, il n'y avait personne, il y avait juste le fermier et sa femme. On était solo pendant 3 mois et c'était génial au milieu des kangourous avec un ciel de fou. Et nous, on a pu reconstruire cette confiance. En tout cas, moi, j'ai pu reconstruire cette confiance en moi. De me dire, j'ai fait ça, je suis partie de l'autre côté de la Terre. Je suis en train de Ouais. vivre une expérience que peu de gens vivent et auraient le courage de vivre autour de moi. Mhm. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Ok. Et alors, une fois que vous avez vécu cette expérience, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu te dis, je vais continuer à voyager ou tu Euh, rentres? Alors, j'ai fait ça pendant 3 mois. Ensuite, on est parti 2 mois en road trip en van à travers l'Australie pour profiter quand même un petit peu. Ouais. Et puis ensuite, je suis rentrée voir ma famille pendant 3 semaines, mais c'était juste une pause pendant les voyages parce que non, non, j'étais bien partie. Eux, ma famille avait un peu l'impression que ça allait être juste une pause et qu'après je rentrerai. Mais moi, en fait, quand je me suis séparée, il y a vraiment un matin où je me suis réveillée d'un coup et je me suis dit, mais en fait, là, ça y est, je suis séparée, ma boîte, elle est rendue, ma maison, elle est rendue. Ça veut dire quoi? Je vais partir là, 2, 3 mois en Australie, je vais rentrer, je vais prendre un boulot dans la ville la plus proche, à Amiens, un petit appart toute seule, je vais avoir un emploi. Oh, ça me semblait d'un ennui. Je me suis dit, Ok. non, c'est pas possible en fait, c'est hors de question. Et en fait, là où ma famille pensait que c'était une pause pour me retrouver, voilà, voyager un peu avant de rentrer, moi, j'ai très, très vite senti que ce serait pas le cas. Juste avant l'Australie, en fait, je suis partie pendant un mois en Thaïlande en Mhm. sac à dos solo. Ensuite, aux États-Unis en road trip pendant 2 semaines. Et je voyais bien, en fait, à quel point pendant toutes ces expériences, je me challengeais, je me découvrais, je me rencontrais. Et je développais plein de choses que en plusieurs années de couple, de vie en France, j'avais pas su développer. Et je me suis rendu compte que le voyage, c'était un vrai accélérateur d'évolution Ouais. personnelle. Et j'avais juste toujours plus envie de ça. Donc j'ai fait un petit coucou à Ok. ma famille pendant l'Australie et puis je suis repartie pendant 2 mois à Bali euh, Ouais. parce que je sentais que j'avais besoin de prendre du temps pour moi, je sentais que j'avais besoin de voyager solo, je sentais que j'avais besoin de guérir certaines choses aussi. Donc pendant 3 semaines, j'ai fait une cure spirituelle avec au programme du yoga, des breathwork, de l'ecstatic dance, des rituels, cérémonies cacao, plein de choses qui m'ont permis de venir toucher à des choses plus profondes et guérir pas mal de choses. Et ça a été aussi là où j'ai découvert des pratiques que j'ai gardées avec moi par la suite et qui m'ont emmené vers un autre chemin. Et alors, à ce moment-là, comment tu vis? Comment tu peux payer tous ces voyages? Et en fait, est-ce que tu commences à travailler en étant comme ça nomade? Alors, pas encore à ce moment-là. Je suis partie avec quelques économies.
Donc quand je me suis séparée, je suis partie avec un petit peu d'économie, pas grand-chose, hein, mais en Australie, j'étais en permis de vacances-travail, donc Oui. j'ai pu travailler, que ce soit dans le ranch, ou ailleurs, faire des petits boulots, ce qui me permettait de financer mes voyages, tout Mhm. simplement. Et puis Mhm. en voyageant, je vivais pour beaucoup, beaucoup moins cher qu'en France. Je vivais vraiment à la route, avec le sac à dos, dans des auberges de jeunesse pas très chères ou dans le van, en mangeant des trucs, voilà, des pâtes et des courgettes. Donc, vraiment pour pas cher, mais en vivant des choses intenses qui disaient qu'il n'y avait pas besoin. Et puis, bah, en Asie, pareil, à Bali, le coût de la vie était assez bas à l'époque. C'était pas encore la destination Instagram que c'est maintenant. Donc, je ne travaillais pas encore. Par la suite, oui. Par la suite, j'ai travaillé sur la route. Et alors, comment tu as fait le shift de te dire, en fait, là, jusqu'à présent, c'était OK, je vis une expérience intense, je fais ma rencontre avec moi-même, c'est cet accélérateur pour découvrir qui tu es, ce que tu as envie de faire. Et ensuite, quel a été le moment où tu te dis, en fait, c'est ça que je veux, je veux être nomade sur la route et avoir cette vie-là. Je pense que ça s'est fait rapidement pendant les voyages. En fait, j'ai eu une vraie rencontre avec le van, avec le fait de voyager avec un camion. OK. Parce que, voyager en sac à dos, bah, en tant que nana solo, c'est vrai que je ressentais pas autant de sécurité que ce que j'aurais aimé. Dormir tout le temps en auberge de jeunesse, c'est sympa, mais à un moment, on en a marre de trimballer ses affaires. Et en fait, très vite, en Australie, j'ai rencontré la vie en van et je me suis dit: «Mais ça, c'est génial». J'ai mon petit chez moi et puis en Ouais. même temps, je le balade partout. Ce qui fait que quand je me projetais dans un retour en Europe, un jour, je me disais: «Bah, j'aurai un camion et je continuerai à vadrouiller comme ça». OK. Et est-ce que tu as eu des doutes parfois dans cette vie où tu dis, mais en fait, qu'est-ce que je suis en train de faire? Là, je vois peut-être tous Mmh. mes amis qui sont dans d'autres standards ou dans d'autres styles de vie. Est-ce que moi, je fais fausse route? Est-ce que tu t'es dit ça à un moment donné? Bien sûr, on voit ses proches, évoluer et moi j'ai toujours gardé à l'esprit, je vais pas dire que je suis passée du noir au blanc en mode avant j'avais mon entreprise et une vie posée, je n'en veux plus jamais, c'est pas vrai. Je savais qu'à un moment ou un autre, j'aime créer, je pense que j'ai une nature peut-être d'entrepreneuse, si on peut dire ça. En tout cas, c'est très important pour moi de créer des projets, de Oui. les animer, de les faire vivre et ça, c'est quelque chose qui ne m'était pas permis par la route et qui me manquait et je savais qu'à un moment ou un autre, j'ai toujours voulu des enfants. Donc je me disais: «Bah, le jour où Mhm. vraiment le besoin d'enfant, l'envie d'enfant sera plus fort, je me poserai». Je ne serai pas une maman, traditionnelle qui met ses enfants à la crèche et qui va bosser, ça, j'en suis sûre. Mais par contre, il y aura quand même, moins de mouvement que ce que je vis actuellement. Donc je savais que j'allais arriver à ça un jour. Mais c'est vrai que quelquefois, quand je rentrais en France, que je voyais les gens avancer et que, moi j'étais en questionnement vis-à-vis de mes voyages, vis-à-vis du professionnel et bah, ça pouvait être difficile. Il faut savoir que quand on voyage autant, on est très, très nourri sur le plan des rencontres, sur le plan des découvertes, sur le plan des challenges. On vit plein de choses, d'émotions très intenses, mais des émotions dans les 2 sens. C'est-à-dire que quand on n'a pas une base, un ancrage un petit peu stable qui nous sécurise, que ce soit avec une personne, dans un couple, avec une maison, avec un boulot, et ben, on peut facilement se sentir perdu et en effet, quand on traverse une crise, quelque chose d'un peu difficile, qu'on perd toutes ses affaires en voyage ou qu'on a un accident avec son van et bah, d'un coup, waouh, tout semble très, très instable et tout très insécure et ça me revenait en voyage et en même temps, quand je voyais la vie de mes proches, de beaucoup de gens, en fait, je me disais: «J'ai pas envie de ce quotidien. Je n'ai pas envie, ma vie, elle me nourrit énormément». Je pense qu'il y a toujours eu en moi cette idée de: «Je reviendrai un jour à plus de stabilité». Oui. Pas forcément, la vie qu'ont les gens, parce que j'ai toujours su qu'elle me convenait pas et avant je ne l'avais pas non plus. Il y avait déjà cette forme d'entrepreneuriat, Mhm. hem, mais je me disais: «C'est pour plus tard, ce sera pour plus tard». Et dans ces moments de doute, comment tu fais? Tu te raccroches à quoi pour continuer et savoir que tu es quand même sur le bon chemin? Je pense que ces moments de doute, je les avais surtout quand j'étais en France, parce que c'est OK. là où j'étais, bah, je rentrais dans une je suis proche de ma famille, donc je suis rentrée, assez souvent. L'un de mes frères s'est marié, l'autre a eu un bébé, donc bah, je faisais des allers-retours. Mhm. Ce qui fait que quand je restais, quelques semaines, quelques mois en France et bah, là, forcément, j'étais dans une comparaison, je voyais les gens évoluer et je me disais: «Mince, là, ça fait 3 ans, 4 ans, j'ai pas créé de projet durable, j'ai pas de projet pro, j'ai pas d'ancrage, j'ai pas trop de thunes, mince, quoi»
Et en fait, bah, ma solution, c'était de me dire: «C'est pas grave, je repars». Il y avait en fait, le voyage, c'était à la fois une exploration et à la fois une fuite, Ouais, clairement, et je l'assumais totalement. OK. Et alors, qu'est-ce que tu fais qu'à un moment donné, tu reviens en France et comment tu reviens? Je l'ai pas tant choisi. Comme beaucoup de voyageurs au long cours, s'il y en a qui nous écoutent, ils vont se reconnaître, hein. 2020 est passé par là. En 2020, je suis repartie voyager après quelques mois où j'ai été un peu plus posée en France, où j'ai fait une super saison dans les Landes, bah, pour faire des sous, hein. On parlait du fait de faire de l'argent. Oui, C'est soit je bossais à l'étranger ou alors bah, en France en tant que saisonnière. Donc j'avais passé un super été et puis je me suis dit, allez, je vais repartir. Et je suis repartie voyager en Thaïlande, puis en Nouvelle-Zélande. Et il y a le coco qui est passé par là et ouais, qui a fait que bah, j'ai été rapatriée en fait. J'étais en Nouvelle-Zélande en road trip ouais. et j'ai dû me poser. J'ai été confinée pendant 3 semaines en Nouvelle-Zélande. Et à un moment, nos pays nous ont dit, bon, bah là, maintenant, vous rentrez, on vous envoie des vols et vous rentrez. Ouais. Donc, je ne suis pas rentrée, on est venu me chercher. Je n'ai pas arrêté mon voyage, on me l'a fait arrêter. Ça a été très difficile à vivre et en même temps, euh, ça a été. Je pense que c'est bien que ça se soit passé comme ça parce que j'aurais eu beaucoup, beaucoup de mal à arrêter cette vie de voyage, je pense. Ça a quelque chose de grisant, en fait, d'être tout le temps Mmh. en train de voyager, en train de découvrir. Et en même temps, ça me créait de plus en plus d'insécurité et j'avais envie de créer des projets, mais il y avait vraiment cette chose en moi qui me disait: «Non, c'est maintenant. Quand tu seras maman, quand tu seras chef d'entreprise, tu pourras plus aller partout, Mmh partir mh. dans un pays, changer d'avis, aller dans celui-là, partir 1 an». Donc c'était dur de m'arrêter et Oui. avec le coco, j'ai été assignée à résidence en France. Et puis en plus, ça a duré un long moment parce que j'avais pas de passe. Donc bah, j'ai pas OK. pu voyager pendant de longues années, en fait. Ouais, ouais, ouais. Donc donc du coup, c'est là où en fait, j'ai dû, me décider à me poser. Ça m'a pris 1 an et demi avant d'accepter que je repartirais pas voyager tout de suite. Donc ça a vraiment été long et là, j'ai vécu des périodes vraiment compliquées d'acceptation. Et au final, c'est ce qui m'a permis de concrétiser les projets qui aujourd'hui me rendent très heureuse. Donc je me dis à nouveau, c'était une épreuve de la vie dont je ne voulais pas, mais Ouais. qui m'a apporté de belles choses. Comment on fait pour accepter quand on a une situation comme ça qu'on veut pas forcément et qui arrive? Oh bah, on n'a pas le choix. On tape du pied, on grogne, on pleure, on dit: «Je veux pas», on cherche des alternatives. Oh, j'en ai cherché des alternatives pour quitter le pays sans passe, Ouais. pour ah ouais, 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 on se dit: «Tant pis, je vais devenir hors la loi». On cherche, on cherche, on cherche et puis en fait, au bout d'un moment, on se rend compte que s'il y a pas d'issue, c'est peut-être que la vie nous invite à accepter ce qui a été mis devant nous et on se dit: «Bah, plutôt qu'aller à contre-courant, je vais essayer de jouer avec les cartes qui me sont données Mmh mh. et OK, il y a cette situation dont je veux pas». Moi, en l'occurrence, rester en France, devoir prendre un appartement, me poser à un endroit, j'en veux pas. Mais en attendant, c'est la seule chose que je peux vivre aujourd'hui, en restant alignée avec mes valeurs et avec qui je suis. OK, bon et ben, dans ces cas-là, comment je fais en sorte que l'expérience se passe le mieux possible? Pour moi, c'était ça Mmh. l'acceptation, en fait. C'était arrêter Ouais. d'être en opposition avec les choses, accepter ce qui est, Mmh. plutôt que, se lamenter ou être en colère ou désirer qu'elle soit autrement et voir comment moi je pouvais mettre des choses en place pour que ça se passe le mieux possible. Et c'est ce que j'ai fait et au final, j'étais assez contente du résultat. J'adore. Et alors du coup, tu as signé à résidence et qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu crées justement, comme tu dis, pour rester, bah, vraiment avec tes valeurs, mais créer autre chose, en fait, puisque cette vie de voyage s'arrête? Alors pour moi, elle était mise en pause à ce moment-là, Ouais. mi-2020, je me dis: «Bon, ça va être quelques mois» et je me suis dit: «Bah, tant qu'à faire, autant commencer à créer des choses». Ce qui fait que professionnellement, en Australie, j'avais commencé à rédiger des articles de voyage que je vendais à des sites de voyage. Donc comme Ouais. ça, je travaillais à distance. J'ai toujours beaucoup aimé écrire. Donc, je faisais ça et puis je me suis dit: «Bon, bah, je vais développer cette activité-là. J'ai du temps, je suis chez moi». Les plateformes de freelance explosaient. Donc, bah, j'ai commencé à faire ça, tout simplement et puis au bout de quelques mois, j'ai compris que j'allais pas pouvoir repartir loin avant un bon moment. Ce qui fait que, bah, j'ai acheté mon van et je l'ai aménagé avec mon Mmh. papa. Ouais. Donc voilà, j'ai commencé à mettre ces choses-là en place et puis, petit à petit, mon activité pro s'est bien développée et j'en suis, venue à
à devenir bras droit d'un entrepreneur qui est praticien en chamanisme, médium, écrivain, que j'aime beaucoup et qui m'a un petit peu confié les rênes de toute la partie communication, stratégie, développement commercial de son entreprise. Je Waouh. dis souvent en rigolant que je suis devenue directrice marketing de Poudlard. Et c'est un petit peu ça. Et du coup, en fait, ça a été un cadeau parce que moi, au début, je sentais bien qu'il fallait que ça, le temps était venu de commencer à faire des sous en continuant à bouger. Je me suis dit, bon, bah, cette pause avec le coco, c'est le moment pour faire ça. Comme ça, le jour où je pourrai repartir voyager, j'aurai une activité qui marchera. Au final, le voyage a pris plus de temps que je le pensais, mais j'ai trouvé une activité et des clients avec qui ça résonnait très fort. Et ça m'a permis de développer quelque chose qui me manquait pendant le voyage, qui était un sentiment d'utilité et Oui, d'accomplissement. Et ouais. ça a été génial. Et à côté de ça, le confinement a fait que je me suis mise spontanément à proposer des cercles de parole en ligne, Oui. des cercles de femmes. Je pratiquais déjà les cercles de parole, mais là, je me suis dit, bon, bah, je vais oser, tout le monde fait des apéros. Donc, sans vraiment d'autres idées que juste, allez, je tente et je rassemble et on vit ces moments, j'ai commencé à créer des cercles de femmes Mhm. qui ont bien pris. Et petit à petit, de cercle de parole en cercle de parole, je me suis retrouvée du premier cercle en mai 2020 à mars 2022, organiser ma première retraite spirituelle entre femmes avec des cercles de parole, des cours Mhm. de yoga, des activités de bol tibétain, d'art-thérapie. Et ça, c'était un rêve depuis des années que je ne pouvais pas concrétiser pendant mes voyages parce que je ne me posais pas assez longtemps, tout simplement, Ouais. et que cette immobilité imposée, en l'acceptant, j'ai pu la transformer en espace pour créer tous ces projets. Donc, je suis vraiment empâtée de voir à quel point, à chaque fois, tu vois, quand il y a quelque chose qui survient dans ta vie qui est pas prévu, que ce soit en 2017 ou là avec le Covid, tu as complètement changé la donne et tu t'es dit, OK, la situation, c'est ça. Donc, tu n'es pas du tout en mode victime et tu dis, OK, comment moi, je peux créer ma meilleure vie dans ce contexte-là, en fait. Ça a été ça. En fait, alors déjà, je vais être honnête, hein, il y a eu quand même, là, je le raconte avec du détachement parce que le temps passe, mais il y a eu des cris, des pleurs, des je veux pas, pourquoi c'est injuste, pourquoi Mhm, moi, tout ça, bien entendu, parce que c'est humain de ressentir ça. Donc, c'était là et je me suis autorisée à les exprimer. Mais pour mhm, autant, en effet, euh, je pense que j'avais vraiment cette envie de pas me laisser submerger par tout ça, de pas en être victime pour mhm. pouvoir garder mon pouvoir sur toutes ces choses-là et, euh, et transformer l'expérience. Et puis j'avoue qu'en fait, quand il y a eu ma rupture, je suis allée à la bibliothèque, j'ai pris un paquet de bouquins de développement personnel parce que je me suis dit, elle est horrible cette rupture, je Ouais, revivrai pas ça deux fois. Donc en fait, OK. je peux pas changer l'histoire, par contre, je peux faire en sorte que ça n'arrive pas de nouveau. Je me suis dit, OK. ok, j'identifie qu'on est toujours deux dans une rupture. Donc il y a des Mhm, choses que j'ai faites qui n'ont pas été bonnes, il y a des comportements, il y a des attitudes à changer, donc, je vais aller les transformer de manière à ce que ça se passe mieux. Et en fait, la découverte du développement personnel, qui ensuite m'a mené vers un chemin qui était plus tourné vers la spiritualité, mais la découverte au début du développement personnel, ça a été aussi quelque chose qui m'a aidé à changer ma vision sur les choses. mhm. J'avais pas du tout envie d'être dans de la plainte, dans une position de victime, parce que je me rendais bien compte que bah, ça nous rend juste immobiles. Ouais. Et au contraire, moi, j'avais envie de pouvoir transformer les choses. J'étais pas OK avec ce qui se passait. Bon, bah, j'allais chercher les ressources, je mettais en place, je mettais du changement, je me bougeais et j'essayais de faire en sorte que les choses changent. Et ça, tu penses que c'est quelque chose que tu avais naturellement ou c'est quelque chose que tu as développé parce qu'il fallait le développer pour une question quasiment de survie? Hmm, c'est une bonne question. Je pense que j'ai eu la chance de grandir avec des parents qui nous ont toujours poussés dans une direction où mon père nous a toujours répété, ne fais pas les questions et les réponses. Tu demandes, tu essayes, tu tentes, tu sais pas à l'avance comment les choses vont se passer, donc Mhm, tu y vas. Ma mère est comme moi, une grande, ou je suis comme elle, une grande hyperactive, engagée sur tous les plans, mhm, qui nous a montré que bah oui, que dans la vie, c'est quand même plus sympa quand on fait plein de trucs, quand on se bouge, quand il nous arrive des choses, quand on tente. Euh, et puis à côté de ça, je suis hyperactive, j'ai un TDAH, donc je suis hyperactive, donc j'ai toujours eu ce besoin d'expérimenter, et mes parents m'ont toujours poussée, c'est-à-dire que mhm. autant dans les Miss que dans ceci que dans cela, alors qu'ils n'étaient pas du tout, à un moment, c'est une coureuse de marathon qui a jamais mis un peu de maquillage,
Je lui ai dit, je vais faire les Miss. Elle m'a dit, go, fonce ma fille, je crois en toi. Et Ok, voilà, je pense que j'ai eu la chance de grandir dans ça et que j'ai sûrement toujours eu en moi, oui. ouais. Est-ce que tu penses que la petite Lily, quand elle voit ton parcours, elle serait fière de toi? Je pense que Je pense qu'elle rigolerait bien parce elle se voyait maman pas trop tard. Elle déteste le sport. Elle avait peur de voyager. Elle vivait dans le cocon familial. Aujourd'hui, je suis devenue professeure de yoga. Rien que ça, je pense que ça ferait rigoler beaucoup de mes profs de sport. Je retarde au maximum le fait d'avoir des enfants parce que je sais que je vais les aimer très fort, mais j'ai quand même envie de vivre ma vie à moi avant. Ah, J'ai voyagé et j'ai tout le temps envie de repartir, même si aujourd'hui je suis un peu plus posée en Bretagne et que ça me va bien cet ancrage. Donc je pense qu'elle serait surprise, elle rigolerait et en même temps, eh ben, je lui dirais c'est ce que tu voulais en fait, tu voulais quelque chose mhm. d'unique et d'original et ben, je te l'ai donné d'une manière à laquelle tu t'attendais pas. Et maintenant qu'on a regardé vraiment tout ce qui était en arrière, si on regarde devant, quels sont tes rêves pour la suite? Ah, c'est une bonne question. Tu poses que des bonnes questions, Fanny. Mes rêves pour la suite. Non, non. Il y en a plein et j'espère qu'il y en aura toujours plein. Aujourd'hui, j'ai un camion aménagé et j'aimerais bien et je prévois de le faire bouger un peu plus. Et puis j'ai envie de reprendre aussi un peu les voyages au long cours Mhm, maintenant que c'est plus simple. Il y a cette envie d'enfant d'ici quelques années et j'aimerais bien pouvoir les emmener plus tard en tour du monde mhm, pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Ça, c'est le grand projet qui reste à écrire. C'est vrai que j'aimerais pouvoir offrir très jeune à mes enfants cette ouverture de regard que moi j'ai eue dans la vingtaine mhm, et qu'offre le voyage. Et puis bah, sur un autre niveau, j'organise aujourd'hui des retraites de yoga, des ateliers mhm, et j'aimerais pouvoir continuer à les proposer pendant de longues années parce que c'est quelque chose que j'aime faire. J'accompagne particulièrement des femmes et c'est des moments d'échange qui sont géniaux, qui m'apportent énormément. Donc je pense qu'il y a pas mal de mes rêves qui sont de continuer à faire ce que je fais. Je vis en pleine nature, en communauté. Et même si je sais que ça prendra une autre forme parce que je ne vais pas vivre en coloc avec des trentenaires toute ma vie, il y a quand même cette envie de vivre en communauté. J'aimerais dans le temps créer mon écolieu ou en tout cas mhm, un éco-hameau où je pourrais vivre avec d'autres adultes. Mes enfants pourraient grandir avec d'autres enfants. Je ne me vois pas toute seule dans une maison. J'ai du mal en tout cas. mhm. Donc à terme, c'est l'un des grands projets aussi. Voilà, il y a plein Ouais. de rêves, il y a plein d'envies. Et puis je sais aussi très bien en fait que il y a ces idées-là aujourd'hui et qu'à mon avis, j'écouterai ce podcast dans 10 15 ans. Je rigolerai en me disant, ah, je savais pas ce qui allait t'arriver, mais c'est pas ce que tu pensais. J'aime beaucoup comme tu as une acceptation des surprises que la vie va t'amener sur le chemin, en fait. C'est très, très beau et c'est très rafraîchissant. Je pense que ça a été une telle claque, ce divorce à 25 ans. J'ai Mhm, tellement pas vu venir. J'avais tellement cette idée que les choses allaient se passer comme ci, comme ça, que j'étais sur le chemin, que ça a été un apprentissage de me dire, en fait, ne se passent pas comme je le pense. Donc, mhm, je peux quand même mettre des choses en place, avoir des envies et des projets, et ça ne doit pas m'empêcher, en fait, d'avoir des rêves et de planifier même des choses, de me dire je veux vivre en communauté, je veux ceci, je veux cela, je veux des enfants. Mais en attendant, si demain la vie me dit bah non, tu peux pas en avoir, ou bah non, tu pourras pas vivre en... Eh ben, j'ai pas envie de me rendre malheureuse avec ça. Donc, je mhm. préfère me dire, bah, c'est qu'il y aura quelque chose d'autre à vivre. Et puis, je pense que le fait de vivre de si belles choses après mon divorce, ça m'a montré aussi que j'aime beaucoup cette phrase, hein, la vie ne joue pas contre toi, elle joue pour toi. Mhm. Ça m'a montré qu'il y avait des choses, des merveilles à aller chercher un petit peu partout. Donc voilà. Et alors, écoute, je vais te poser la dernière question signature du podcast. C'est Mhm. qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui écoutent le podcast pour que, à leur tour, ils vivent leur meilleure vie? Si tu avais une chose à leur conseiller. On ne trouve pas la réponse dans sa tête. Je pense qu'on est nombreux à réfléchir, à soulever des problèmes, à visionner des rêves, à se poser des questions, à se dire est-ce que je fais ce choix ou pas, et à penser qu'on peut trouver la solution en réfléchissant. Et c'est pas vrai. En fait, on trouve les solutions dans l'action. Ça ne veut pas dire qu'il faut envoyer bazarder toute sa vie. Ça ne veut pas dire qu'il faut quitter son homme avec qui on est depuis 10 ans parce que là, ça va plus.
qu'on doit quitter son boulot, même si ça nous met dans de la stabilité financière, bien sûr. Mais ça veut dire que juste réfléchir et ne pas oser quand il y a quelque chose qui revient, qui reste là pendant longtemps, ça ne nous amènera pas là où on le veut. Moi, je crois beaucoup à la responsabilisation, au fait d'essayer de sortir d'une position de victime qui quelquefois est naturelle parce qu'il nous arrive des choses qui sont vraiment pas chouettes. Mais essayer de sortir de ça et se dire ok, comment est-ce que je peux prendre les choses en main? Qu'est-ce que je peux faire à mon échelle? Qu'est-ce qu'il m'est possible de faire pour transformer la situation et le faire? Ne plus le réfléchir, juste le faire et voir. Peut-être qu'on va se casser la figure, mais c'est pas grave, on sera arrivé un pas après et il y aura de nouvelles solutions qui se présenteront. Voilà. Un immense merci Lily, c'est magnifique. Je pense que c'est une très belle manière de terminer ce podcast. Alors, est-ce que tu peux juste rappeler aux auditeurs où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet? On peut me retrouver sur Instagram, sur mon compte Lily the Nomade, et les retraites que je partage un petit peu partout en France, ainsi que les ateliers à la journée où on fait du yoga, de la relaxation, des cercles de parole, des activités d'art-thérapie, tout ça, des choses sympas entre femmes. Et puis, il y a la même chose, en tout cas, on peut être tenu informé de mes activités sur mon blog lilythenomade.com. Voilà. Un immense merci. Attendez, ne partez pas. Avant que vous éteigniez votre téléphone et que vous retourniez à vos occupations, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute? Et si vous avez un iPhone et que vous êtes sur Apple Podcast, est-ce que vous pouvez me laisser un petit commentaire? J'adore lire vos commentaires et en plus, ça donne une grande visibilité au podcast, ce qui est indispensable pour assurer la pérennité de ce podcast. Et je vous en serai éternellement reconnaissante. Vous pouvez m'envoyer un petit message perso après, vous savez, je les lis et je vous réponds toujours. Merci à vous. Je sais que vous êtes des gros badass et que vous comprenez.